Passionné par les aventures du célèbre Seigneur du Temps, le Docteur, une équipe de choc s'est réunie à bord de son TARDIS virtuel pour vous faire voyager dans chacune de ces histoires plus passionnantes les unes que les autres. Bienvenue, vous êtes dans Dr. Watt. Épisode 65, le labyrinthe des anges, deuxième partie. Bonsoir et bienvenue dans Docteur, le podcast dans lequel Audrey ne vous parlera pas du docteur parce qu'elle est pas là. Merci la SNCF. Et merci la SNCF. On suppose parce qu'on n'a pas encore de nouvelles. Alors, on se retrouve pour la suite de nos épisodes, de notre double épisode sur les anges. Encore une fois, entre mecs. On a été lâchement abandonnés. On est un peu triste, hein, mais bon, elles ont pas voulu enregistrer avec nous, elles aiment pas les anges, elles en ont eu peur, puis y a pas le Captain Jack, enfin je sais pas. Il y a plein de raisons qui font qu'elles sont pas là. Donc, ce soir, on retrouve encore Zu. Oui, bonjour, bonsoir. Nimp. Salut. Et Dracojo qui nous fait l'honneur d'enregistrer le deuxième épisode avec nous aussi. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Comment allez-vous depuis 2 semaines? Bah, ça va très bien. Avant de commencer, Dracojo, qui est un youtubeur, je parle comme ma mère, youtubeur émérite, peux-tu nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, ce que tu fais? Oh là là, bah oui. Alors, ce que je fais, parfois des vidéos, ça arrive. Je fais des vidéos parfois sur Doctor Who. Et puis, on peut me retrouver donc sur YouTube et puis aussi sur Twitter. Voilà, @Dracojo. Voilà. Où tu parles, beaucoup sur Twitter. Ça débat beaucoup sur Doctor Who, Star Wars. Effectivement, ça parle de plein de choses, mais ouais, effectivement, ouais. Tous ces sujets-là, en général. Des bonnes licences. Oh oui. Elles sont appréciées ici, je crois. Ouais, tant mieux. Quelques petits fans, hein. Bah, je suis au bon endroit alors, c'est bien. C'est ça. T'inquiète, tu vas être bien accueilli. Alors, je me sens comme chez moi. Parler aujourd'hui et on t'a réservé ce petit rôle, Draco. Oh, I'm gonna regret this. Okay, right, first, general background. Bah oui, on va parler de Flesh and Stone, qui est la suite de l'épisode précédent, hein, tout simplement. Le labyrinthe des anges, deuxième partie en français. Il est sorti le 1er mai 2010 au Royaume-Uni. Et le 19 février 2011 en France. Il a été réalisé par Adam Smith. Le scénariste, c'est Steven Moffat. Et oui, le meilleur. C'est avec le 11e Docteur qui est interprété par Matt Smith. Son compagnon, c'est Amy Pond, Karen Gillan. Et on a dans l'épisode Alex Kingston qui interprète River Song. Alex Kingston que vous avez pu voir notamment dans Arrow et Gilmore Girls. Ça je connais pas ça. Et d'ailleurs dans Arrow, je me demande si elle a pas fait au moins un épisode en commun avec John Barrowman, qui est dans la série aussi. Je crois qu'ils se sont aussi croisés dans la série. Si, justement, ça m'avait fait bizarre quand je les avais vus. Eh ben merci. Du coup, de quoi ça parlait la semaine dernière? Puis il y a Ian Glenn aussi. Ah pardon. On a oublié. On a oublié le Captain Friendzone. Ah pardon, c'est moi qui l'ai oublié. Je suis désolé. Oh, Ian Glenn. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. C'est l'évêque. Et c'est celui qui jouait Jonah Mormont dans Game of Thrones. D'accord, ok. Dr. Isaac dans Resident Evil Apocalypse. D'accord, j'avais pas lu. Ok, d'accord. Ouais, et puis après c'est pas notable de ouf, hein, les Resident Evil et puis le Tomb Raider. Ok. Angelina Jolie, ouais, non. Celui d'Alicia Vikander était pas forcément mieux, mais déjà à l'époque c'était pas fou. Alors, et du coup, qu'est-ce qui s'est-il passé il y a 2 semaines? Alors il y a 2 semaines, Nimp nous a laissé avec un docteur en colère, mis en colère à cause de l'ange Bob. Notre seigneur du temps préféré tire alors sur le globe de gravité. Comment vont-ils s'en sortir? Y a-t-il d'autres secrets cachés au cœur du Byzantium? C'est Zu qui va nous en parler juste après notre tour de table. Merci. Et avant le tour de table, j'avais une petite remarque très con. Quand t'as dit l'ange Bob, j'ai pensé à SpongeBob et du coup à Bob l'éponge. C'est con, et je me suis imaginé l'ange Bob. Moi, ça m'a fait penser à Major Bob dans Pokémon, parce qu'en plus c'est un grade militaire, donc ça m'a vraiment beaucoup fait penser à ça. Voilà, les fans de Pokémon reconnaîtront. Ça devrait marcher.
Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Est-ce qu'il faut l'écouter? Oui, il faut nous écouter et continuer. Est-ce qu'il faut le voir? Bah, si vous avez vu le premier, oui. C'est mieux. C'est mieux. Si vous avez pas aimé le premier, non. Mais bon, on pense dommage. que si vous êtes là, c'est que normalement, c'est un package. Juste pour toute la fin et tout, si, c'est un peu obligé de le regarder quand même. C'est encore un épisode qui amène des éléments importants pour le fil rouge de la saison quand même. Et puis effectivement, de toute façon, c'est la suite des Anges. Ce serait dommage de pas savoir comment ça se termine. Parce que souvent, on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est que le premier épisode pose les choses et dans le deuxième, il les résolve souvent assez vite en courant parce qu'ils sont pressés. Mais je pense que c'est aussi intéressant à voir à voir la suite. Alors comment ça se termine. Bah moi je préfère le deuxième au premier et c'est souvent le cas dans les doubles épisodes donc ouais franchement faut mieux le regarder quoi. Ah j'ai pas de notion de préférence entre le premier et le deuxième et là pour le coup je crois que j'ai quand même préféré le premier et la mise en place. Mais je l'expliquerai plus tard. J'expliquerai. Ok. C'est intéressant. Eh ben on peut y aller alors. Zu, à toi. This is a fixed point. This must happen. This always happens. Don't worry. Toute l'équipe tombe sur le plafond de la salle où ils étaient juste avant, car le vaisseau a toujours son système de gravité artificielle qui fonctionne, et donc une fois que le globe de gravité a explosé, ils ont tous été attirés vers le plafond. Les anges sont évidemment toujours à leur trousse, tout ce beau monde rentre dans le Byzantium et se retrouve bloqué dans la salle des machines. Là, on découvre deux choses. Un, que le générateur d'oxygène du vaisseau, c'est carrément une forêt synthétique. Ça, c'est grande classe. Deux, que la faille de la chambre d'Amy est présente ici aussi. C'est très classe aussi. J'ai bien aimé entre River et Amy, Amy qui fait c'est une forêt et River qui en mode ouais c'est un générateur d'oxygène quoi. Non mais c'est une forêt. Non mais c'est ouais okay, tout le décalage entre les gens du futur et puis Amy qui vient de notre époque à nous qui surprise. Tiens Amy, voilà des coquillages. Il ne sait pas se servir des 3 coquillages. Alors, c'est le moment où l'ange Bob, qui n'en loupe pas une pour énerver le docteur, lui explique qu'il est en train de prendre peu à peu le contrôle d'Amy et qu'elle va bientôt mourir. Comment est-ce que ça se manifeste? De manière très désagréable, ça fait 5 minutes que Amy dit des chiffres à des moments aléatoires, et des chiffres qui décomptent de 10 vers 0. Ils s'en aperçoivent d'ailleurs pas tout de suite. Et c'est pour ça aussi que ça énerve encore plus, parce que quand l'ange Bob leur révèle ça, c'est qu'ils avaient pas... Enfin, le tout premier, genre le 10, et ils l'ont pas remarqué, c'est après qu'ils le remarquent, mais ils comprennent pas pourquoi elle fait ça. Ah, le docteur, il fait son docteur, il tique sans relever, quoi. Peut-être un peu. Et c'est vrai que là, on remarque encore que Moffat sait très bien écrire les dialogues, parce qu'il les cale toujours à des moments où on dirait des lapsus. Ouais, comme quand t'as dit I'm five au lieu de dire I'm fine, donc ce qui marche moins bien en français du coup, mais c'est hyper malin quoi, genre. Ah non, c'est vraiment une science du bon mot placé là où il faut. Ouais. Le docteur est chafouin, mais bon, il peut pas tout traiter, donc il faut prioriser. 1, barrez-vous dans la forêt, j'arrive. 2, bon, qu'est-ce que c'est que cette faille? Apparemment, de l'autre côté, c'est le 16 juin 2010. Bon, pas ça, le temps, on range ça pour plus tard. Il le décode avec son petit objet magique de Seigneur du Temps, là. Ouais, je crois il fait un mix entre tournevis et le datapad de River. Et 3, il y a des anges partout. Heureusement, les anges sont aussi très intéressés par la faille, et le docteur n'y laissera que sa veste. D'ailleurs, Pomme m'avait fait remarquer au moment de son visionnage que au moment où le docteur se fait choper, il tourne le dos aux anges, donc ils tiennent la veste, sauf que là, qui regarde les anges? Personne. Nous, spectateurs, voyons, comme dans Blink, c'est nous, le spectateur, qui voyons les anges et qui les empêchons de bouger. Exactement. Ou alors, et là c'est vous qui m'avez donné l'idée il y a 2 semaines, c'est un des anges qui est derrière qui regarde ceux de devant. C'est vrai, ça peut marcher. Ça fait partie des moments où ça devient un peu confus ces règles d'ange. C'est facile quand on a 3. Oui. Même moi, je peux pas tout défendre non plus. Hein.
heureusement. De retour avec le reste du groupe, il reprend sa liste des priorités. 4. Où est le poste de pilotage? Bon, toi, l'évêque friendzone, toi, la belle gosse qui me drague, on est parti. Qu'à cela ne tienne, répond River. Par contre, il y a Amy qui est vraiment en train de mourir. Ce qui fait monter la priorité du point sauver Amy de la 17e à la 5e position. L'image d'un ange est un ange, c'est la nouvelle règle qu'on a eue la dernière fois. Ok, donc l'ange qui s'est imprimé sur la rétine d'Amy est un ange et donc en train de la buter. Le concept est vraiment très bien. Comment dire, la tête d'ange qu'on voit apparaître dans son œil, c'est cool. Et donc, en bon informaticien, le docteur décide de fermer toutes les fenêtres et de reboot Amy. Voilà. Oui, il lui fait fermer les yeux, et là, ça repart. Sauf que... T'as pas souvent rebooté un Windows, toi? Oui, beaucoup trop pour ma sanité mentale. Donc maintenant, Amy a les yeux fermés, au milieu d'une forêt, avec plein d'anges autour d'elle, et c'est pas pratique pour la rando, pour monter au poste de pilotage. Donc il la laisse avec les religieux pour la protéger. Là, il lui fait un très beau discours pour lui dire que il doit lui faire confiance et que tout ira bien. Que il est en train de chercher la solution. D'ailleurs, il disparaît et il revient. Je sais pas si tu l'as mis quelque part, ce petit point. C'est le moment fort raccord. C'est dans le moment. Ok, c'est le. Alors, je dirais. De notre point de vue, c'est oui, un tout à fort fait. raccord. À ce moment-là, oui, clairement. La rando continue et le docteur apprend que River, normalement, elle est en prison et que là, elle est dans un genre de mission Suicide Squad. Pourquoi est-ce qu'elle est en prison? Apparemment, elle a tué quelqu'un. Qui? Spoilers. On sait juste que c'est alors, je sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais un good man, un héros. Quelqu'un de bien. Moi, j'ai noté surtout a good man. Et donc, l'évêque Friendzone se fait à ce moment-là tuer par les anges pendant qu'il dit tout ça au docteur. Je sais pas pourquoi je m'attendais qu'il se change en pierre à ce moment-là, mais... Presque, ou qu'il soit renvoyé dans le passé. Oh, vraiment à tout hasard. Voilà, quoi. Par contre, moi, le moment de la mort de l'évêque, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien, vraiment touchant, et j'ai aimé ce que par la suite, du coup, ça ait un vrai impact sur le docteur. Ouais, et puis, l'acteur joue vraiment bien. C'est vrai que dans Game of Thrones, il a l'occasion de démontrer un peu son talent. Là, dans l'épisode 1, on l'a pas beaucoup vu, où il a juste été là pour faire un peu le grognon. Mais là, dans cette scène, il est vraiment touchant et il joue vachement bien. Oui, puis il nous explique toutes les raisons d'être de son personnage, donc... Comme dans Game of Thrones, au final, il y a un petit côté, le personnage, c'est quelqu'un d'honneur, qui a de l'honneur, etc. Des valeurs et tout. C'est ça. Ça lui colle bien. Pendant ce temps, les religieux décident, un par un, d'aller voir ce que c'est que cette faille chelou. Et au fur et à mesure qu'ils disparaissent, leurs collègues les oublient, tandis que Amy voit, avec des guillemets, tout ça totalement impuissante. Peut-être pour ça qu'ils y vont un par un. Bah oui, c'est plus marrant. Peut-être que comme ils s'oublient, ils croient qu'ils sont tout seuls et c'est pour ça qu'ils y vont un par un. C'est vrai. Mais ils auraient pu y aller tous ensemble dès le début. Mais après, la série prend... Les 42 minutes sont difficiles à tenir. À ce moment-là, donc elle est toute seule, et elle reçoit un coup de fil du docteur sur le communicateur que lui a laissé l'un des militaires, et le docteur lui dit globalement « Aie confiance, ouais, c'est ça. Crois en moi ». Voilà. Et marche comme si tu pouvais voir, parce que sinon les anges, ils vont te bouffer. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il a pas des exigences compliquées à réaliser en plus. C'est super dur de marcher. C'est un vrai test de team building. C'est faire marcher quelqu'un les yeux fermés et dire vas-y marche, t'en fais pas. La personne ralentit toujours à un moment parce qu'elle a peur de se prendre un mur. Alors qu'on est là, on n'est pas des salauds quand même. Mais d'ailleurs, je sais pas si on en reparle après, mais pour le coup, je suis plutôt du genre à défendre ce double épisode. Je pense que vous l'avez peut-être compris, mais le coup de fais semblant de voir et puis c'est bon, les anges pleureurs ils vont être ok avec ça, quoi. Genre ils vont pas te buter. C'était peut-être un peu tiré par les cheveux, quoi. Genre. Ouais, il essaye vaguement de l'expliquer en disant leur instinct fait qu'ils vont pas ils vont croire que tu les regardes, mais
Enfin, à aucun moment il y a une histoire d'instinct, c'est juste physique. Enfin, c'est physiquement ils peuvent pas bouger quand quand quelqu'un les regarde. Donc c'est un peu bizarre, j'avoue. Même si je suis un grand défenseur de Moffat, mais bon. Comment dire, nous on les voit, c'est pour ça qu'on les voit comme des statues. Ah bah après, ouais, du coup tu peux tout justifier avec ça. Il y a aucune raison, quand Amy a les yeux fermés, oui. Il y a aucune raison qu'on les voit alors qu'Amy a les yeux fermés. Et justement, c'est là où, pour moi, il y a la plus grosse erreur sur les anges. C'est le moment suivant où Amy, se prend les pieds dans une racine, ça c'est ce qui devait arriva, et les anges qui sont autour d'elle se mettent à bouger et semblent dire mais en fait elle serait pas en train de nous bananer là? Si, c'est ça, ouais. Première fois, je crois que c'est la première fois qu'on voit un ange bouger vraiment et pas juste des flashs d'images. Ouais, bah ouais. Je pense que c'est même la seule fois. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais, c'est possible. Si, il a statue de liberté. les... Ah pardon, non, c'était Ghostbusters. Ah, oui, spoiler, mais oui, effectivement. Allez, c'est dans SOS Fantôme 2. Quoi, Grand Poil, j'ai spoilé quelque chose? Grand Poil vient de perdre... vient de louper un battement. C'est à ce moment-là que River réussit à téléporter Amy au poste de pilotage. Voilà, vu que depuis tout à l'heure, elle essaye de réparer le téléporteur, alors que le docteur lui dit « Mais ça sert à rien, c'est tout pété !» Donc on a le droit à un « Je te l'avais bien dit » de la part de River. Et on enchaîne avec la confrontation finale de l'épisode. Donc il y a plus nulle part où monter, il y a des anges partout, et le docteur qui se pavane comme un pan en mode « C'est moi le boss ». Récapitulons. Les anges se nourrissent de l'énergie du vaisseau. Ok. Les anges fuient la faille. Bah, c'est un fait. C'est un fait qu'ils nous ont énoncé plusieurs fois. Mais d'où c'est une nouvelle règle encore? Non. Alors, c'est une règle qu'ils nous ont expliquée dans le premier épisode. Donc, effectivement, ça fait aussi partie de ces nouvelles règles de comme quoi les anges peuvent se nourrir de radiations, je sais plus comment, qui viennent du moteur. Oui, ok. On n'est plus à une près. C'est ça. Alors que, le fait que les anges se nourrissent de l'énergie de la faille, vu que la première fois qu'on les a vus, on nous expliquait qu'ils se nourrissent d'énergie temporelle et d'énergie, je sais plus comment ils disent, bref. Ça, c'est plutôt d'énergie temporelle, ça aurait été logique. C'est carrément logique. Mais cette faille, eh bien, c'est la grosse merda, donc, les anges, ils veulent pas se faire bouffer. Oui, même les anges ont peur de cette faille, donc c'est quand même que ça doit être un truc vraiment, vraiment chiant. Par contre, ils connaissent la solution pour la fermer. Il faut y jeter un corps spatio-temporel complexe. Genre, X égale A plus B. Je crois que c'est à un moment donné où le docteur, il dit que... Il explique à Amy que, par rapport à tous les anges réunis, lui, il est bien au-dessus, quoi, niveau complexité temporelle, quoi. C'est ça. Il y a un petit move de la part de River en mode « Moi aussi, je suis complexe !» Le docteur qui est là « Girl !» S'il te plaît, tu débutes. Si seulement il savait. Le docteur leur rappelle que ils sont en train de se nourrir de l'énergie du vaisseau. Et que, à force de prendre toute l'énergie qui traîne dans le vaisseau, le système de gravité artificielle s'arrête. Sauf que, là, ils sont tout en haut du vaisseau, tout en bas, il y a la faille. Et les anges commencent à tomber comme des mouches dans la faille qui se referme. Avec limite l'ange Bob qui est là. Ah non. D'ailleurs, petit détail, là où pour le coup Moffat a bien fait attention à ce que toutes ces règles soient bien respectées, quand la gravité se remet à la verticale, on voit le docteur qui baisse la tête pour regarder les anges. Et donc, faire en sorte qu'ils soient en pierre et qu'ils tombent dans la faille. Ah oui. Alors là, c'est bien vu. Très bien. Donc, voilà. Des fois, on peut pas le défendre, mais là, on peut. Ok, tu vois, je l'avais même pas réfléchi. J'avoue que moi non plus, hein. Bien vu. Mais bravo Moffat, hein, c'est vraiment le boss, hein. Bon, la situation est résolue. Tout ce beau monde se retrouve sur la plage. River est menotté, ça flirtouille, ça joue avec la concordance des temps, et ça se dit bye bye. Amy avoue enfin au docteur que demain, elle va se marier avec Rory, et de retour dans sa chambre, elle tente un move que je résumerai par « Viens et sois plus grand dans mon intérieur, tabernacle ». Oh, c'est sale. T'as pas honte. Pourquoi tabernacle?
Pourquoi tabernacle, je ne sais pas. Et est-ce que j'ai honte? À un moment, fallait lire le résumé avant. Non, mais t'as raison, il faut y aller. Hein. Le docteur se rend compte que le mariage d'Amy, c'est la date qu'il a découvert à travers la faille. Il la fait rentrer Manu Militari dans son TARDIS et fin. Mais que va-t-il pouvoir se passer de pire après? Personne ne le saura si vous n'avez pas regardé le spoiler qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine de l'épisode. Alors effectivement, c'est pire ce qui se passe après puisque c'est le moins bon épisode de toute la saison, mais ouais. Oui, je suis d'accord. Je me souviens pas encore et j'ai pas encore regardé le suivant. Pareil, je ne me sais souviens plus. pas parce que j'ai pas une mémoire temporelle très forte, donc j'aurai la surprise. C'est un des épisodes qui, en termes de teaser, m'a tiré le plus et qui m'a le plus déçu. Mais après, la saison en elle-même est tellement une masterclass sur tous les épisodes que, voilà, c'est... Ok, je vais devoir l'épisode. Moi, je me souviens pas l'avoir détesté. Bah, tant mieux. Peut-être qu'à la revision, je vais avoir mal. Tant mieux si vous l'adorez, hein, après. Mais ok, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou on passe aux petits échanges, aux petits débats entre nous? Débattons entre nous. Eh ben, Zu, tu en as un. Tu commences fort. Je l'ai un peu dit dans le résumé, mais pour moi, le moment, c'est... On peut rajouter toutes les règles qu'on veut aux anges. Pour moi, le moment où Moffat a merdé, c'est quand il les a fait bouger pour nous. Je me disais, est-ce que c'est pas parce que c'est des anges qui avaient pas beaucoup d'énergie au départ, et donc du coup, la seule façon qu'ils ont de bouger, c'est sous leur forme de statue. Je n'ai pas lu. Pardon. Je sais pas. Non, mais... Et Draco, t'avais quelque chose à dire aussi? Non, mais en vrai, je comprends totalement le fait de dire ça, tu vois, mais c'est juste qu'en fait, pour moi, déjà, c'est juste le temps d'une scène, tu vois, d'une courte scène, et je trouve que c'est justifié sur le moment, parce qu'en fait, d'habitude, tu les vois pas bouger, parce que justement, le principe, c'est que dès que tu les vois, tu peux pas les voir bouger en fait, c'est quand tu les vois pas que eux ils bougent. Sauf que là en fait dans la scène en question, en fait Amy ferme les yeux, ce qui fait que du coup personne ne les regarde à ce moment-là dans la scène. Ouais. Du coup c'est pour ça que vu que personne les regarde, là on les voit bouger pour la première fois en fait. Donc je trouve personnellement que c'est justifié par la scène, tu vois, par le contexte. Mais après je comprends totalement le délire de oui mais si tu les vois bouger ça fait moins peur. Bon voilà effectivement. Okay. Ça les gâche un peu et puis il y avait quand même tout ce côté alors après c'était peut-être de la suranalyse où quand les seuls moments où on voyait les anges à l'écran, c'était le spectateur qui les voyait. Ouais. Donc tu niques ce côté aussi. On a pensé aussi au fait que quand on voit les anges, le spectateur, c'est le moment où le spectateur les voit, donc ils ne peuvent pas bouger. Mais alors pour le coup, j'avais jamais pensé à ça, mais ouais. Je tiens à faire un petit rappel. C'est pas des statues quand on les voit pas. Oui. Et ils bougent quand on les voit pas. Et donc du coup normalement, oui, c'est pour ça on devrait pas voir des statues qui bougent. Mais ah oui, par rapport à ça. Personne ne sait à quoi ils ressemblent. Donc ça pour le coup, personne ne sait vraiment à quoi ils ressemblent. Donc bon. Ah ouais, ok, d'accord. C'est interdimensionnel. Enfin vraiment, ils ont quand on les voit pas, ils bougent et ils bougent sur une apparence qu'on peut pas imaginer. Quoi. Ah ouais, ok, d'accord. Ouais, ok. Ça, à la limite, qu'ils aient pas eu le budget pour leur filer une forme hyper badass avec des tentacules et tout. Non, c'est interdimensionnel. Tu peux pas même pas. Ah oui, ils ont des dimensions de plus, quoi. Ouais, interdimensionnel, je rajoute des tentacules. Lovecraft, toi-même tu sais. Ah mon dieu. Attends, des tentacules en 3 dimensions, ça donne quoi en 4 et 5 dimensions? Tu veux pas savoir? Alors, ça donne... Yamete Kudasai. Ouais, voilà, c'est ok. Ça redevient très sale. Passons à la suite. Zu, c'est toi encore. C'est moi encore? Ouais. Oui, on parlait là aussi, j'ai mis l'emphase dedans dans le résumé parce que dans cette scène, Jonah Mormont joue vachement bien, mais l'évêque, il fait un beau sermon au docteur en disant c'est pas toi qui va aller voir la famille des ecclésiastiques qui ont été tués par les anges, hein, c'est moi qui vais devoir me taper l'annonce de ton fils il est mort. C'est vrai que cette réplique elle est assez ouf quand même, le fait d'humaniser vraiment les soldats en fait. De lâcher un peu ce qu'on peut voir assez régulièrement, c'est le côté pas sans conséquences, mais en tout cas sans conséquences directes pour le docteur, ou en tout cas qui se rend pas compte que tous les gens qui meurent autour de lui, ils ont forcément quelque part une famille. Et on avait un peu ça dans la fin. Il y a pas mal de passages avec Tennant où ce genre de choses est abordé, mais bon, surtout la fin avec Time Lord Victorious. Mais c'est vrai que là, ça tape bien fort et en plus c'est un peu à sec, donc ça fait encore plus mal.
Non, je suis d'accord aussi. Je suis bien d'accord. Du coup, moi, je me demandais si c'était un truc propre à Moffat, ou juste de manière générale, juste parce que c'était des soldats. Le fait qu'il soit jetable ou le fait... Disposable, jetable, perdable, sans trop de remords. Bah, on sait déjà que le docteur, il aime pas trop tout ce qui est guerrier, tout ce qui est soldat, donc c'est pas choquant non plus qu'il leur accorde pas plus d'importance que ça pendant l'épisode. Non, mais après, il est quand même, enfin, il est touché quand même par le truc, il a quand même des émotions, quoi, c'est pas... Oui, bah, il aimait bien Bob, il s'est transformé en ange, il a continué à parler avec Bob. Ouais, c'est pas comme la saison 8 où le docteur il laisse crever des mecs, voilà, gratuitement. Mais bon, ça après, c'est un autre sujet. Ce sera... Et c'est pas le même docteur. C'est pas le même docteur. Moi j'en avais un autre, alors c'est un truc de manière plus générale, parce que je pense que je l'ai pas trop dit en intro, c'est que cet épisode, alors le double épisode, mais surtout celui-là, c'est l'exemple même d'un scénario qui est pas ouf, le prétexte est pas gigantesque, et surtout d'une réalisation qui est vraie, que je trouve vraiment moyenne, qui ruine un méchant emblématique. À 2-3 scènes près, les anges, ils font pas des masses peur dans ces épisodes. Ils sont soit trop nombreux, soit l'ambiance est pas assez glauque, je sais pas, il m'a vraiment manqué une étincelle en plus, quelque chose pour que, en plus des trucs que qui m'avaient dérangé, mais ça c'était mon problème personnel, sur les nouvelles règles, sur tout ça, qu'en plus à chaque apparition des anges, ils ne font pas peur. Vraiment, ça m'a manqué. Le moment où ils commencent à défoncer les arbres qui ont eux-mêmes de l'électronique, qui font de la lumière, tu pourrais avoir une ambiance vraiment qui tombe d'un coup, qui va lancer, et là, même là, il y a rien, tu sais qu'ils vont s'en sortir, quoi. Bah, et puis ça aide pas avec Bob, qui rend le truc, enfin, le mec, il est cool, il est gentil, il est poli, c'est un ange. Oui, c'est très étrange, ça aussi. Ça, à la limite, je trouve que c'est vraiment un élément qui est très réussi, parce que le fait qu'il soit hyper doux, mais que le mec t'explique avec sa petite voix que il va t'attraper, et il va te tuer, et ouais, non, vous allez tous mourir. Ça rajoute un petit truc, quoi. Non, mais le décompte là, c'est pour faire peur. Ok. Ouais, moi je trouve que ça l'est. Effectivement, par rapport à Blink, qui jouait beaucoup plus sur la tension, etc. Là, c'est pas un épisode qui est... Autant le premier, on est un peu dans les codes du slasher où les mecs ils vont un par un et se font buter un par un, et pendant que les autres se baladent dans les souterrains. Autant le deuxième, on est carrément dans autre chose, donc à la limite le fait que la réalisation soit aussi dans autre chose me gêne pas. Mais effectivement, les anges sont pas forcément là pour... Dans l'épisode 2, les anges, c'est pas eux les méchants, hein. Enfin, c'est pas eux les ennemis, pardon, c'est la faille. Ouais, mais... Ah, la fin, oui. Ouais, mais tu vois, vous dites ça, mais enfin, c'est vrai, effectivement, c'est moins réussi sur le côté horrifique par rapport à Blink, mais pourtant, contrairement à Blink, ici, les anges, en fait, ils tuent. Tu vois, pour la première fois, on les voit tuer pour de vrai, tu vois, ils tuent des mecs. Donc je trouve que l'absence de côté horrifique est contrebalancée par le fait que les anges sont réellement une menace mortelle, tu vois, pour le coup. C'est vrai, il y a une vraie menace physique, ouais. C'est vrai qu'ils sont beaucoup moins poétiques en termes de mort que dans Blink. Et justement, la prochaine fois qu'on les verra, c'est peut-être le juste équilibre entre les deux. Mais on en débattra à ce moment-là. Ouais. Il y a encore des choses à dire. Ou en off. Zut, tu avais un point pour nous encore. Ah oui. Le docteur est un peu ennuyé parce que effectivement, donc tout ce qui passe dans la faille disparaît de l'histoire. Donc c'est pour ça que quand un soldat passe dans la faille, les autres ne s'en souviennent pas parce qu'il n'a jamais existé. Et donc on comprend que c'est pour ça que Amy ne se souvient pas des Daleks dans l'épisode Victory of the Dalek. Et l'un des trucs qui le gêne le plus, c'est que l'histoire ait oublié le moment où il a vaincu le Cyber King. Donc c'était dans l'épisode, je sais plus comment il s'appelle. C'est The Next Doctor. Ouais, The Next Doctor. Ouais. The Next Doctor. Et pour moi, c'est une sorte de petit reste
c'était mon moment de gloire et il a disparu et ça fait chier. Et c'est très à l'époque pour moi c'était le début de Time Lord Victorious et ben là on sent qu'il reste 2-3 petits trucs. Alors, je l'avais jamais vu comme ça, mais pour le coup... Moi non plus, je t'avoue. Alors, pour moi, c'est le Cyber King, c'était vraiment le symbole, plutôt que de son arrogance, plutôt le symbole du truc énorme qui est arrivé et qui est difficilement oubliable, tellement le Cyber King, il était gigantesque, quoi. C'est surtout comme ça que je l'ai vu. Perso, moi, je vois surtout dans cette réplique Steven Moffat qui dit non mais l'ère Russell T Davies, on oublie, moi je fais mon truc à moi de mon côté, quoi. C'est surtout ça que je vois, mais bon, après, c'est d'un point de vue plus méta, quoi, genre... Ah, j'avoue que celle-ci, elle est belle. Bah, c'est clairement ça, en vrai. Moffat, il annule beaucoup de choses avec cette faille dans la saison, quoi. Oui, ça lui permet aussi d'annuler des trucs dont il aurait pas envie d'utiliser pour la suite. Ça fait aussi une bonne excuse pour d'autres choses, peut-être. Je me souviens plus s'il s'en sert vraiment ou pas, mais ça pourrait lui servir en mode, non, mais vous avez oublié, ils savent plus, c'est normal. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Bah, déjà, il y avait les Daleks, quoi. Donc, ouais, voilà. ça a permis un peu de les reboot aussi. Ouais. On a parlé il y a un mois, bon c'est pas pour le meilleur et pour le pire. Ok, Nimp, tu voulais nous parler de Amy, toi. oui, à la fin, quand Amy, alors possiblement après avoir vu River flirter avec le docteur, Amy elle tente un truc et je trouve ça un peu, ça me dérange. Elle devient très entreprenante avec lui. Elle a envie comme disait Zu à la fin de l'épisode. Comment tu disais déjà Attends, bref, elle veut choper le docteur. Elle veut le pécho grave. Ah bah elle lui saute Voilà. dessus, ouais. Et moi j'ai un peu l'impression de voir une petite fille qui a grandi et qui veut coucher avec le Père Noël quand je vois ça. Oh putain. C'est pas le même sex appeal, je quand même. trouve que c'est pas je trouve pas que ce soit une mauvaise métaphore et enfin moi j'ai ressenti cette gêne aussi, hein, cette scène de fin d'épisode, vraiment ça choque, quoi, même si tu sens que Amy il y a une attirance un peu pour le docteur, le côté vraiment franco là-dessus, c'était vraiment, enfin, je trouvais ça très étrange. Et le docteur est pas consentant. Et alors que le consentement, En plus. on vous le rappelle, c'est important. C'est important, ouais. Ah ouais, non, juste, bah, du coup, on en reparlera un peu plus tard, a priori, mais bah, c'est une scène que Moffat regrette. Et en vrai, bah, je comprends un peu les deux points de vue, parce qu'en fait, je comprends aussi pour la réaction d'Amy, parce qu'en fait, enfin, en fait, pour moi, c'est exactement le même problème que pourquoi Rose et Martha sont tombées amoureuses du docteur, en fait. C'est que, genre, à un moment, quand le mec, il débarque de l'espace, il est turbo beau gosse, tu vois, et il est hyper intelligent, bon bah ouais, forcément tu tombes un peu amoureuse de lui, un peu mathématiquement, tu vois, genre c'est un peu évident. Mais après, ouais, effectivement, elle est très 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 entreprenante, peut-être un peu trop, quoi. Ouais, puis ça fait un peu mal au cœur pour son futur mari, quand Ah même. oui, alors par contre, oui, effectivement. Oui, bah Rory se fait beaucoup bolosser dans cette saison, effectivement, par contre. Ouais. Ouais, c'est que le début. Et c'est là où tu vois que Moffat a pas une écriture aussi moderne qu'un Russell T ou qu'un Chibnall à plein d'égards, parce que comment est-ce qu'il veut montrer que Amy elle est jeune, elle est fougueuse et ouais, qu'elle est jeune et qu'elle est fougueuse, bah elle veut coucher avec le docteur. Là. Il y avait peut-être d'autres, toi, Juste au milieu. Oui, ouais. il y avait peut-être un juste milieu à avoir. Dans cette scène-là, elle aurait pu exprimer des doutes vis-à-vis de son mariage, elle aurait pu, plutôt que de y sauter dessus. Après, je le disais il y a 2 semaines, j'ai eu une petite épiphanie, en termes d'écriture et de personnages, peut-être que c'est d'avoir vu tout le flirt entre River et le docteur et que ça a peut-être ouvert des portes en mode, ah mais tiens, en fait, c'est possible. Ouais, peut-être ça achève ouais. de la convaincre de tenter sa chance. C'est pas faux. Mais On peut coucher avec la grande pyramide de Gizeh. C'est ce genre de référence qu'il y aura plus tard dans la série. alors là, Je me rappelle plus trop. En gros, le docteur, tu vois, c'est tellement c'est un monument, quoi. C'est pas une personne. Ah oui, bah oui. Oui, effectivement. Mais voilà, mais c'est une scène qui a fait beaucoup parler d'elle et rien que le fait qu'on en débatte, c'est que même maintenant ça ça continue à choquer, vu que ça fait quand même que quelques épisodes en plus que les deux sont en voyage, quoi. Et qu'on n'a pas vraiment trop de traces qu'on a pu l'avoir avec Rose et Martha d'aventures qui se passeraient entre les épisodes qu'on ne verrait pas.
Bah après, elle le connaît depuis l'enfance, elle quand même. C'est vrai. Il y a aussi ce côté-là. On verra comment ça se goupille pour elle, par la suite. Je vous propose de passer au moment choisi dans l'épisode. Qui veut commencer? Ah bah... Vas-y, Zu, tu vas nous faire pleurer. Ça va très bien, toi. Ouais, moi c'est la même scène que Nimp, j'ai l'impression, mais c'est une phrase en particulier où River, à la fin de ses adieux avec le docteur, dit au docteur... toi, moi, des menottes, pourquoi est-ce qu'il faut que ça se termine toujours comme ça? Et effectivement, dans la bibliothèque, ça se terminera comme ça, donc c'est vrai que ça pique, dans le sens, elle le sait pas, mais ça va se faire comme ça, et le docteur, il devrait peut-être s'en souvenir, mais il dit rien. Voilà, et si tu veux, là encore, on est sur l'art de Moffat d'écrire des dialogues, parce que, bah, ça m'a choqué là, cette fois, mais je pense que cet épisode, j'ai bien dû le voir une bonne dizaine de fois, et à chaque fois, pour moi, cette citation, c'est du flirt de la part de River, ce que c'est, hein, évidemment, c'est du flirt de ouf, et c'est hyper, de dingue. Là aussi, on est hyper dans de la citation hyper sexuelle, mais à aucun moment, je n'avais fait le rapprochement avec la bibliothèque. Et d'un coup, ça pique très fort. Moffat, c'est un beauf, mais il est très fort quand même. Ouais, c'est un bon résumé, ouais. De mon côté, ça n'a pas été facile, je n'avais pas tant que ça qui m'ont monté, sauf que, et en plus ce sera pas un moment marrant non plus, c'est celui où on sent vraiment pour la première fois le désespoir de ce docteur, juste après la mort du père Octavien, quand il pète un câble contre River. Encore une fois, voir la conséquence des morts autour de lui, qui le touchent et qui le font réagir, qui le font ressentir des émotions, ce qu'il a pas trop l'habitude de faire. Je trouvais ça vraiment très très bien, et en plus, encore une fois, très très bien joué par Matt Smith. Ouais, c'est un docteur qui a une grande tessiture d'émotions. Il peut être très 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 enfantin, très joyeux, etc. Mais les moments où il se met en colère... Mais là, tu vois, pour le coup, justement, les moments où il se met un peu en colère, ça pourrait presque... Des fois, on a presque l'impression que c'est une colère d'enfant. Qui maîtrise pas encore, qui maîtrise pas bien ses émotions. D'ailleurs, qu'il maîtrise... je pense qu'il ne maîtrisera jamais, mais... Oui. Pas sous cette incarnation, non. Non, je trouve que... Mais en même temps... ouais, c'est des grosses colères... Ouais, c'est de la vraie rage. C'est pas de la colère. Il a une rage incroyable. Ouais, de la rage d'enfant. J'adore. Et toi, Draco, t'as un épisode, un moment dans cet épisode qui t'a marqué particulièrement? Ouais, bah tout simplement le compte à rebours d'Amy là que je trouve, on en a parlé un peu avant en fait, mais que je trouve hyper, c'est typiquement une idée moffatienne quoi, genre ce truc de compte à rebours qui se glisse de temps à autre dans certaines scènes, et puis au final tu te rends compte qu'il y a vraiment un vrai truc derrière, et le fait que Amy est possédée par un ange, étant donné que l'image d'un ange devient un ange et que du coup voilà, c'est dans son œil. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper intelligent. Ouais, carrément. Je suis complètement d'accord aussi. Ok. Eh ben écoutez, je vous propose de passer aux détails que vous avez probablement ratés si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. No, hang on, shut up. Wait. I missed it. I saw it and I missed it. What did I see? What did I see? Et ça va être... je crois le premier c'est toi, Dracojo, qui nous en a parlé. C'est cette histoire. Le docteur mentionne la mare au canard de Ledworth, et le fait que dans cette mare il y ait plus de canards. Ouais. Et il le redit pendant l'épisode. Et du coup, ouais, il le redit en fait, à la base, il le dit dans The Eleventh Hour, et c'est vrai que, moi, perso, j'ai toujours pensé que c'était juste une réplique pour montrer un peu l'excentricité du docteur, tu vois. Et en fait, ouais. Il le redit dans cet épisode, il dit, mais, ouais, la mare canard sans canard, tu vois. Et en fait, c'est parce que, c'est pour montrer que, la faille a absorbé des choses de la vraie vie, et du coup il a absorbé les canards de la mare au canard. Et en fait à la base le plan de la mare au canard avec des canards aurait dû se retrouver dans le final de la saison, et du coup c'est pas un spoil vu qu'il y est pas.
et du coup, ça n'a pas été fait finalement. Ça aurait pu être bien de boucler la boucle. Ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils l'ont pas. Tu sais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mis? C'était juste que c'était pas très intéressant. Je sais dans plus les détails ou, du truc, mais en tout cas, ouais, c'est une sorte de setup sans le payoff en fait. Ouais, ce qui est dommage, surtout que nous on aime bien les canards en plus dans Dr. Watt. On en a un peu discuté, mais c'est effectivement certaines plaintes ont été faites à l'encontre de l'épisode concernant la fin, lorsque Amy tente, on peut le dire, d'agresser sexuellement le docteur. Elle y va franco. Moffat dira plus tard qu'il regrette une telle scène. Et on peut le comprendre. Je pense qu'il aurait pu amener la même chose en étant plus soft. Ah, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse levée de bouclier, et c'est pas la première que Doctor Who se prend. Hein. Je veux dire, c'est la série qui a été cataloguée qui fait se planquer les enfants derrière le canapé. Ah oui, c'est vrai. À un moment. Ça, à la base, c'est ça. Enfin, à la base, est-ce que t'as commencé à lire le livre de Sœur d'édition? J'ai commencé à... Parce que j'ai tout lu jusqu'aux épisodes qu'on a fait, je veux pas lire la suite. Parce que c'est typiquement un propos qu'on retrouve justement vers le début du livre, donc je me dis, ça vient peut-être de là. Bref. Oui, je l'ai relu, j'ai relu ce truc-là, mais c'est vrai que, voilà, c'est pas la première fois que la série fait parler d'elle, et que des parents s'offusquent parce que clairement ils veulent pas montrer ça à leurs enfants, parce que ça fait trop peur, parce que c'est trop sexuel, voilà. C'est sûr que au départ c'était un peu marketé comme une série éducative pour enfants dans les jeunes années, donc les parents qui se retrouvent là-dedans peuvent être un peu choqués, on peut les comprendre. Et Draco, t'en avais un dernier sur le fil rouge. Alors du coup, il y a un petit faux raccord à un moment, quand le docteur revient pour parler à Amy, qui a les yeux fermés. Il a de nouveau sa veste, qu'il avait pourtant perdue parce qu'elle a été chopée par les anges pleureurs. Mais il se peut que ce soit volontaire. On en verra peut-être plus tard. Que ce soit pas juste un faux raccord. Ah. On en parlera d'ici la fin de saison. Ça sera spoil dans le non-spoil. C'est ça. C'est le faux raccord, ouais. peut-être. C'est un faux raccord. Hein. Vraiment. Après, c'est pas étonnant parce que Moffat, il aime bien jouer avec la timeline. C'est un peu ce qu'on voit entre River, entre les anges, entre machin. Il aime bien jouer avec vraiment les notions temporelles. Ça se trouve, c'est un vrai faux raccord. Et pas juste. Et puis après, à la fin, il s'est dit, putain, en fait, on va essayer de justifier ça pour pas passer pour un bolos. C'est ça. Il est capable. Il y a eu des rattrapages. Il y a eu des rattrapages de ce type-là avant. Hein. Ça serait pas la première fois. Franchement, c'est possible. Bon, voilà, on a fait le tour. Draco Joe, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets mondiaux? Oui, eh bien, si vous tapez mon pseudo sur YouTube, Draco Joe, vous tomberez sur ma chaîne YouTube sur laquelle je parle parfois de Doctor Who. Et puis sinon, sur Twitter, le même pseudo, voilà, où je parle aussi de Doctor Who, mais d'autres choses aussi. En tout cas, on te remercie encore d'avoir été avec nous pour ces 2 épisodes. Oui, merci. Et puis tu reviens quand tu veux. Bon, on a un planning chargé d'invités, mais tu reviens. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur ma saison préférée d'ailleurs, je tiens à le dire. Donc merci pour l'invitation. C'était un plaisir. Un vrai plaisir. Et je tiens aussi à remercier les auditeuristes qui nous ont fait des retours sur Twitter et Instagram quand on a dit qu'on allait enregistrer cet épisode, donc juste avant. Donc un petit coucou à Kalmar Robot, à Mekamatu, à Globule et à Bibi11, voilà, qui nous ont envoyé des messages sur Twitter et sur Instagram. Donc merci de tous vos sujets et de vos avis sur cette paire d'épisodes. Oui, c'est trop cool. Et voilà, merci à tout le monde et on va se dire à dans 2 semaines. Mais oui. Bye Ciao, bye. ciao, Salut. bye, à plus. Et voilà, cet épisode est terminé pour cette semaine, mais toute l'équipe revient normalement dans 15 jours. En attendant, vous pouvez continuer le voyage dans le Wooniverse avec nous sur les réseaux sociaux, @drwatt.ou_pod, ou encore sur le serveur Discord du label Podcut, dont le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir via le Patreon du label sur patreon.com/podcut afin de nous permettre de financer les 25 podcasts du label. La prochaine fois, on part en Italie avec les vampires de Venise. D'ici là, portez-vous bien et des bisous.